qui est original avec l'école des Beaux-Arts d'Hanoï, c'est qu'elle a été fondée en 1925. On était en pleine colonisation française, hein. Les Français occupaient le Vietnam. Les Français avaient construit Hanoï depuis une trentaine d'années. Toute l'architecture hanoïenne était française, hein, puisque quand les Français sont arrivés à Hanoï, il y avait guère que le vieux quartier vietnamien qui était en petites maisons, ces petites maisons qu'on connaît bien avec le quartier des 36 rues, agglutinées les unes aux autres, construites en tubes. Et autour de ce quartier triangulaire qui occupe une petite surface entre le fleuve Rouge et le lac de l'Épée restituée, vous aviez uniquement des paillotes, c'est-à-dire des maisons en torchis. Donc les Français ont décidé de construire en dur. Ça n'a pas été sans mal d'ailleurs, puisque donc toutes les constructions françaises se sont faites à Hanoï sur des systèmes de pilotis en bambou très profondément enfoncés dans le sol, puisqu'Hanoï était totalement marécageux. Il y avait des lacs, des petits lacs, des étangs partout dans la ville. Et donc ça posait des problèmes de construction terribles. Mais c'est autour de cette architecture, de la construction de la ville, que se sont noués certains liens entre des architectes, entre des artistes. Et c'est comme ça que des Français et des Vietnamiens se sont alliés pour créer l'école des beaux-arts d'Indochine en 1925, avec une perspective et une philosophie anticolonialiste, c'est-à-dire une perspective de vraie collaboration, de vrai échange franco-vietnamien, puisque les Français de l'époque n'avaient pas le souci de former des Vietnamiens à la française. Pas seulement ça, mais essayer de réfléchir avec les Vietnamiens comment faire valoir et faire apprendre leurs arts. Je voulais dire qu'elle a été fondée en fait par deux hommes. Un Français qui s'appelait Victor Tardieu, qui est un peintre très intéressant, un peintre classique, et un Vietnamien qui s'appelait Nam Son. Et il faut savoir que ce Vietnamien et ce Français ont travaillé vraiment dans un esprit très novateur pour l'époque, qui respecte les arts et les traditions locales vietnamiennes. Il faut savoir que je connais le fils de Nam Son, qui est toujours vivant, et qui m'a invité à voir l'hôtel des ancêtres, où on voit la photo de son père. Et sur cet hôtel des ancêtres, aujourd'hui à Hanoï, il y a ce qui est unique au Vietnam. Il y a la photo d'un Français, et ce Français, c'est Victor Tardieu. C'est-à-dire qu'il y a une vraie reconnaissance du rôle de ce Français au Vietnam, quoi. Puisqu'il est sur la partie la plus intime d'une famille vietnamienne, qui est l'hôtel des ancêtres. Ensuite, évidemment, la collaboration a continué, mais au fur et à mesure que, évidemment, que les artistes sortaient de l'école, ils se sont vus en quelque sorte instrumentalisés assez rapidement par le régime politique. Et donc, comme dans tous les pays communistes, du bloc communiste, commencé par l'URSS dans les années 30, puis les pays de l'Est européen dans les années 40 et 50, vous avez eu un essor extraordinaire de cette imagerie réaliste socialiste qui a commencé au Vietnam, donc un peu plus tard, on va dire dans les années 60 surtout, donc avec l'avènement de la République démocratique du Vietnam. Et cette imagerie s'est construite autour, évidemment, d'un message politique. Elle a une vocation, c'est de former le peuple vietnamien à la politique du pays, à la politique du Parti communiste. Donc, elle a une fonction clairement politique, la peinture réaliste socialiste. Et une fonction, en fait, asservie à une certaine diffusion, puisqu'elle choisit la voie de l'affiche. Et donc, elle est non seulement asservie à un message politique, mais elle est asservie aussi à des anniversaires, des événements. Par exemple, l'anniversaire de l'indépendance du Vietnam, ou bien telle réunion du Parti communiste, ou bien tel danger. Par exemple, il y a eu beaucoup d'affiches sur le sida, contre le sida. Il y a aussi des affiches intéressantes d'ailleurs sur les dangers de la circulation urbaine. Donc, elle a toujours un but éducatif ou politique.
la censure convoque la peinture réaliste socialiste. La censure, euh, je dirais, elle interdirait peut-être toute autre représentation que la représentation réaliste socialiste. La représentation réaliste socialiste, c'est l'art officiel. C'est l'art autorisé par le régime. C'est l'art que, je dirais, c'est presque le seul art permis. En réalité, il y a une tolérance pour d'autres arts, mais les autres arts sont sévèrement contrôlés. En particulier, la peinture contemporaine, l'art contemporain est très surveillé au Vietnam et fait l'objet d'une censure fréquente, et également la littérature. Comme vous le savez, les écrivains sont très surveillés et ils ont beaucoup de difficultés à se réunir, à s'organiser, etc. Beaucoup d'écrivains choisissent l'exil pour travailler librement, en dehors du contrôle permanent du régime. Donc c'est une peinture à message, mais c'est une peinture qui a choisi surtout le réalisme. Et historiquement, il y a deux raisons qui ont valu le choix de cette peinture, du choix du réalisme. Par cette peinture, ils auraient pu choisir l'abstraction ou toute autre écriture, mais ils se sont inscrits dans le réalisme. Et à mon avis, il y a deux raisons. Il y a une raison à la fois que, à l'époque, le 19e siècle, hein, qui a servi de creuset d'inspiration à cette peinture, et surtout Courbet, hein, le peintre Courbet, qui a fondé l'école réaliste en France dans les années 1860. Courbet avait une sympathie pour la commune. Et Courbet, le meilleur ami de Courbet, c'était Proudhon, hein, le grand écrivain, penseur. Proudhon, qui a, et avec donc lequel Courbet a développé son écriture réaliste, et donc son écriture réaliste avait partie liée avec sa pensée socialiste. Et tout ça vient de là, vient de Courbet. Donc les communistes et les penseurs communistes ont considéré que le réalisme représentait l'écriture la plus logique pour incarner les thèmes politiques du socialisme. Il y a une deuxième raison à cela, c'est que le réalisme, évidemment, est une écriture extrêmement lisible. Tout le monde reconnaît, tout le monde comprend la peinture réaliste. Et donc, pour s'adresser au plus grand nombre, il a paru que le choix du réalisme était le plus pertinent. On peut déjà repérer cette équation-là entre le réalisme et le socialisme. Ensuite, l'évolution, évidemment, des thèmes. Et puis, alors, évidemment, ça, c'est les données historiques, on va dire. Mais moi, personnellement, c'est une écriture qui me touche, pas tellement à cause de ça, à cause de ces thèmes qui sont en quelque sorte le fatras idéologique, l'allégorie, c'est-à-dire le fait d'incarner des idées, le fait, comme en URSS ou comme dans le bloc de l'Est européen, le fait de représenter des ouvriers torse nu en train de fondre du métal. Tout ça ne correspond à rien de réaliste en réalité. Euh, euh, de la même façon qu'il n'y avait pas de filles nues sur les barricades, comme chez Delacroix en 1830, qui est aussi une imagerie qui ressort de cette famille-là, de cette famille de représentation. Dans les fonderies, les ouvriers se protégeaient leur torse contre les éclats de métal brûlant qui sautaient de partout, et ils n'étaient pas torse nus. Mais le souci de ces peintres, c'était de représenter des idées par des corps en action. Et donc, cette équation-là entre l'idée, la pensée et le corps en mouvement, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Parce que on y lit dans chacune de ces affiches, de ces images, de ces peintures, on y lit l'effort terrible que fait l'artiste pour être lisible, pour être compréhensible. Et cet effort, cette sincérité-là, elle se donne d'une façon presque naïve à voir. Et par exemple, l'artiste va utiliser la symétrie, une forme symétrique autour d'un axe. La plupart des images sont construites autour d'une symétrie axiale, soit verticale, soit horizontale, ou oblique. On a aussi des symétries obliques.
Les personnages sont des personnages séduisants, souvent des jeunes filles, ou des enfants, ou des bons vieillards. Un personnage qui représente évidemment, qui incarne une vision édifiante de la société. Et surtout, ils essayent de se faire comprendre, de faire comprendre l'idée qu'ils ont à véhiculer, à transmettre, en l'incarnant. En incarnant cette idée par une mise en scène. Donc ça, c'est le mode allégorique. Hein. Seulement, ce ne sont pas des allégories comme au XVIIe siècle, des allégories comme chez des graveurs comme Hogarth, par exemple, ou comme, qui étaient des allégories, ou même au XVIIIe, qui étaient des allégories complexes, où il fallait des clés pour les comprendre, il fallait décoder, décrypter la représentation. Là, ce sont des allégories presque naïves, très simples, où chaque idée fait l'objet d'une mise en scène rudimentaire. Et cet aspect rudimentaire, moi, me touche très fortement. Parce qu'on voit bien que l'artiste, il avait assez peu de moyens devant lui pour mettre en scène son propos. Et ce qui fait l'intérêt des plus beaux dessins réalistes socialistes, c'est évidemment l'imagination de l'artiste à trouver une mise en scène qui soit lisible pour traduire son idée. Aujourd'hui, au Vietnam, la peinture réaliste socialiste est apprise, est enseignée d'une façon assez académique, hein, puisque moi j'ai vu des ateliers à l'école des beaux-arts où effectivement ils reproduisent des modèles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une formation, cette formation académique leur donne des moyens réalistes, de représentation réaliste, où par exemple le croquis de nu, le dessin d'après nature est toujours enseigné. Et ça me permet, moi, de pouvoir asseoir mes formations à la bande dessinée sur une formation assez académique, assez solide. Ce qui permet évidemment aux gens d'avoir les moyens de s'exprimer, de représenter surtout les scènes avec une certaine compétence. Je pense qu'à l'époque de Tardieu, tout était à construire, tout était à faire. Et il n'y avait aucun enseignement. Donc Tardieu, il a créé une pédagogie de l'art. L'avantage qu'il avait, c'est qu'il était sur place en permanence. Et donc il pouvait travailler sur le long terme. Moi, je travaille par épisode, c'est une relation épisodique. Donc, j'interviens pendant 3 semaines, un mois, à chaque fois. J'interviens 2 à 3 fois par an. Et donc, pendant que je n'interviens pas, ben, il se passe pas forcément beaucoup de choses, puisque les Vietnamiens sont repris par leurs tâches habituelles. Pour des raisons économiques, on comprend bien, évidemment. Donc c'est une relation extrêmement que j'ai choisi d'inscrire dans la durée, puisque ça fait 11 ans que j'ai commencé ces formations au Vietnam, que on a invité aussi des Vietnamiens à venir en France, évidemment, mais c'est parfois difficile à mettre en place. Euh, et voilà, et donc évidemment c'est aussi pour moi un lieu de ressources et d'inspiration extraordinaire, puisque une grande partie de mon travail d'artiste personnel a choisi le Vietnam comme thème d'inspiration d'histoire.